Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission Œil sur la politique. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau, bien sûr. Je crois bien que nous avons monsieur le roi David, si je ne me trompe pas, oui, si j'ai bien prononcé le nom. C'est un homme politique, donc nous allons discuter un peu de la politique du Congo-Brazzaville, comme d'habitude. Et donc la première question que que je vais vous poser, c'est concernant les élections législatives et locales qui viennent de se passer au pays. Quel est votre point de vue, quelle est votre analyse par rapport à cette situation-là? Bon, mais mon analyse, je peux dire qu'elle est toute simple. Ce sont des élections que le Congo ne mérite pas, n'a pas mérité de toute façon, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été préparées et puis par quel organe ces élections ont été préparées et sous quel pouvoir ces élections se sont déroulées. Ah oui. Donc, tu vois, sous ces trois volets-là, le Congo n'avait pas à passer ces élections. Mais qu'est-ce qui a poussé réellement le président de la République? Parce que si je pose un peu cette question, c'est pour essayer un peu d'éclaircir aussi la population, parce que nous servons toujours la population, et il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui a poussé M. Sassou à organiser ces élections, d'autant plus qu'il avait déjà changé la Constitution, une Constitution qui fonctionnait selon ses désirs et selon les désirs du système. Mais pourquoi l'avoir réellement, pourquoi vouloir faire des élections en ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, mais nous pouvons dire simplement que Sassou fait ce qu'il veut. Parce que Sassou n'est tenu par aucun engagement, il ne respecte jamais les engagements qu'il prend. Et vous savez dans quelles conditions les élections qui auraient pu se tenir en juillet 2016 l'ont été à un moment plus rapproché, selon sa guise, parce qu'il trouvait que c'était nécessaire pour lui de revenir très tôt, de ramener la date au plus tôt pour évincer ses adversaires, ou tout au moins pour ne pas leur permettre des conditions de préparation requises. Mais l'opposition a trouvé cette astuce-là dérisoire, si bien que les opposants se sont regroupés pour former le bloc et le défaire. Et vous savez, comme moi, comme tous les Congolais, que M. Sassou n'a eu que 8% des suffrages. Donc, il ne devrait pas être à la tête de ce pays. Il aurait pu faire la chose la moins, si vous voulez, la moins risquée. C'était d'abdiquer, de laisser le pouvoir à celui qui l'avait gagné. Or, il ne l'a pas fait. Pour revenir aux élections, il fait ça parce qu'il sait qu'aujourd'hui, son pouvoir est boudé, personne ne le reconnaît, il est isolé. Il cherche une légitimité parce que s'il faut entendre à partir de ce que nous lisons sur les médias sociaux et tout ce qu'on dit, M. Sassou aujourd'hui est cloîtré. Il n'a plus d'assises réelles. Mais puisqu'il a besoin de cette reconnaissance-là, donc il doit tout faire, par tous les moyens, pour avoir un semblant de pouvoir qui représentait le peuple congolais, c'est-à-dire le pouvoir parlementaire. Alors qu'il ne devrait pas s'hasarder à faire cela. Mais il l'a fait. C'est pour ses ambitions-là. Maintenant, il y a des gens qui ont réclamé, qui ont déclaré, qui ont souhaité que les élections ne se tiennent pas. Et il y a d'autres qui ont préféré aller s'aventurer. Ben, moi, je pense que cela a démontré, pour ceux qui ont demandé qu'il n'y ait pas élection, qui ont prôné le boycottage, ils ont eu raison. Mais est-ce que c'est une politique qui a marché? Ça n'a pas fonctionné. On voit les résultats aujourd'hui. Non, mais les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est le gangsterisme. Ça c'est un bandit. Il ne reconnaît pas. Mais tu as vu les élections de 2016. Il ne les a pas gagnées. Pourtant, il est resté, il s'est maintenu. Alors, donc, ça a montré quoi? Pour ceux qui ont prôné le boycott, que le peuple a en partie accepté et a défié le pouvoir parce qu'ils ne sont pas allés voir les quelques procès-verbaux qui ont été envoyés et puis dans l'ensemble. Il y a des bureaux où il y avait moins de 200 électeurs qui sont présentés sur l'ensemble de peut-être 2000.
cela montre à suffisance que les gens ont désobéi au mot d'ordre de Sassou d'aller voter et ils ont accepté celui de l'opposition. Maintenant, ceux qui ont accepté d'y aller, on peut citer le cas par exemple de l'Efoba, on peut citer le cas de Kolela et bien d'autres. Quels sont les résultats? Ce sont des plaintes ici et là. Ce sont des plaintes. Ils se plaignent de ce que le résultat a été biaisé, de ce que le résultat n'est pas le résultat fiable. Alors, dans l'ensemble, si tout ce monde-là avait accepté, c'est-à-dire les Kolela, les Lefoba et bien d'autres, de respecter le mot d'ordre que l'opposition a décidé de faire accepter, nous pensons qu'aujourd'hui, l'évidence serait manifeste que Sassou a été rejeté en tout et pour tout, donc en bloc. Et dans tous les cas, il est rejeté. Bon, c'est le constat qu'il est rejeté, selon ce que certaines personnes disent, mais selon ceux qui sont dans le pouvoir et les soutiens de Sassou, il est pas rejeté, selon le constat de ce qu'on voit sur le terrain. La question que j'aimerais vous poser, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il fallait quand même que l'opposition, M. Kolela, les Tati Mabiala, puissent refuser d'aller à ces élections-là. Ils sont allés. Selon ce qu'on entend sur les, bon, pas les réseaux sociaux, mais à travers le cercle des hommes politiques qui sont à Brazzaville, qu'il y a en fait une sorte de petit conflit entre M. Kolela, donc Parfait Kolela, et M. Tati Mabiala pour le poste de chef de l'opposition. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ben non, mais écoute, ils ne peuvent pas discuter. En tout cas, à mon avis, ils sont mal placés pour discuter. Parce que leur sort est décidé par Sassou. Le sort de Kolela ou bien de Tati Mabiala est décidé par Sassou. C'est Sassou qui décidera de qui va être le président de son opposition ou non. C'est pas Tati Mabiala ou Kolela Parfait. Donc en quelque sorte, vous voulez dire à la population congolaise peut avoir, ou bien que les gens n'aient plus réellement confiance à cette opposition, parce qu'il y a une sorte de lassitude auprès de la population. Croire aux gens de l'opposition ou bien croire aux gens de la mouvance présidentielle. Est-ce que, bon, sur le terrain, on est simple de remarquer que entre ceux qui sont du pouvoir et ceux qui sont de l'opposition, ils deviennent tous les mêmes gardes. Mais l'opposition a déjà démontré que Sassou n'était pas un homme digne de diriger, de continuer à diriger ce pays-là. La population l'a vomi avec 8%. Maintenant, quel est le score que Tati Mabiala avait eu? Moins de 6%. Donc, si l'UPADS, qui a été au pouvoir avant que Sassou ne vienne le renverser par les moyens que vous connaissez, et qui avait énormément de députés, se retrouve avec une fraction de 4 ou 5 députés, et avec un leader qui a moins de 5% de suffrage, ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Est-ce que pour vous, Sassou, en quelque sorte, a été un stratège, une stratégie politique qui consiste à détruire tout simplement l'opposition, que ce soit l'UPADS qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui, que ce soit le MCDDI qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui, ça devient comme une sorte de petits partis. Mais qu'est-ce qui vient, quel est l'objectif poursuivi par le PCT? Mais Sassou a toujours fait ça. Sassou a toujours fait ça, même au temps du monopartisme. Il a toujours ciblé les grandes têtes et il les a affaiblis. Prenez le cas de Tisser Chikaya, mêlé dans les affaires des explosifs. Je crois que ça devait être en 82. Mais quand il y a eu le procès, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été, pour prendre les termes courants, en fait, il était blanchi. Puisque même les preuves qu'ils ont semblé rapporter pour essayer de l'évincer, pour le rendre, si vous voulez, coupable dans cette affaire, se sont révélées inexactes. Par exemple, il y avait une date où on avait dit que Tisser était à Brazzaville alors qu'il se trouvait à Pointe-Noire. Et il a même défié, il a dit, mais
les horaires de l'INA Congo peuvent faire foi. Ben, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Sassou a ciblé ce monsieur-là parce qu'il voulait l'évincer et il a réussi. Donc, tu peux multiplier des cas. Tu prends un homme comme Ntsiba Florent, qui a été éjecté du comité central du Parti congolais du travail du bureau politique au motif de l'incompétence et, si vous voulez, de l'inconséquence idéologique. Parce qu'il aurait été mêlé à des pratiques de fétichisme et ainsi de suite. Mais quand vous voyez la vidéo où Sassou est allé à Mbaya, dans le district de Gamboma, Badidjone, de Kaolin et autres, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est pas le fétiche? Bon, Sassou, c'est pas un homme qu'on peut croire. Alors, donc, pour revenir au problème de l'opposition, c'est très très difficile pour la population de croire en ses opposants. D'abord, parce que ces opposants sont pêle-mêle, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils disent. Ça, c'est de un. Deuxièmement, parce que nos partis, essentiellement structurés sur la base des ethnies, empêchent beaucoup de Congolais de voir plus loin. Donc, si on est de Kolela, on dit que bon, c'est Kolela ici, même quand on démontre que Kolela n'est pas à la hauteur, et on donne les faits, on cite les cas. Mais il y a des gens qui continuent quand même à le soutenir. Ils disent non, non, il est bon. Voilà le problème du Congo. Le Congo peut se libérer, pourra se libérer, lorsque nous aurons des gens qui vont être au-dessus de la mêlée, qui vont voir simplement les objectifs que déclarent les leaders politiques. Si ces objectifs vont dans le sens de l'intérêt public ou non, pour le soutenir ou non. Et lorsque vous parlez du cas du MCDDI, où on retrouve un peu la majorité des gens de ce parti sont des gens d'une même ethnie ou bien d'une même région, et la même situation on le retrouve aussi au niveau de l'UPADES. On le retrouve aussi au niveau du parti de RDPS, RDD, tel que vous avez mentionné tout à l'heure, le problème des ethnies, des formations de partis politiques. Nous sommes ici en Amérique du Nord, ou soit encore en Occident, nous remarquons que dans un parti politique, ce soit même au niveau du PCT, parce que le PCT n'est pas aussi épargné, dans un parti politique, les anciens, ceux qui ont de l'expérience, c'est ceux-là qui prennent la relève, donc en matière d'alternance politique, ceux-là qui prennent la relève pour continuer à diriger un parti politique. Mais celui qui est dans un parti politique n'est pas forcément n'est pas forcément de la même ethnie que celui qui était le président. Donc c'est en fonction donc, des idées que vous apportez pour le bien de la population qu'on peut vous élire, qu'on peut vous choisir comme président d'un parti politique. Vous êtes de l'opposition, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes juste un citoyen qui fait la critique au niveau concernant la politique du pays. Mais qu'est-ce qui a empêché certains caciques ou bien certaines personnes au sein du Parti congolais du travail à devenir aussi des membres ou bien soit encore à remplacer Sassou quand ces deux mandats étaient déjà arrivés à terme? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Parce que Sassou fait ce qu'il veut. Parce que Sassou les empêche. Mais on a entendu les gens comme M. Okombi parler d'un certain nombre de fronts qui s'étaient ouverts à l'intérieur du PCT. Est-ce que Sassou a laissé cela continuer? Non. Non. Et qu'est-ce que Okombi subit aujourd'hui? C'est la désobéissance? Mais absolument. Parce que Sassou veut faire ce qu'il fait. Il décide de son plan, il doit assumer son agenda. Il y a derrière tout ça. Pourquoi on parle du PCT vous avez parlé tout à l'heure de l'UPADES, qui, comme les autres partis, se serait appuyé sur... C'était quand même multi-ethnique, hein. On voit, il y a des gens... Parce parce que le PCT a été parti unique pendant une longue durée. C'était le parti le plus structuré. Les autres partis sont venus après. Et jusqu'aujourd'hui, hein. Mais aujourd'hui, ils le sont devenus davantage parce que, avec l'accaparement de tous les moyens dont dispose l'État, qui sont entre les mains de Sassou et de tous ces fanatiques et les membres de son clan, il ne peut que dominer. C'est ça le problème.
Alors, quand on parle de l'UPADES, non, écoutez, le professeur Lissouba a gagné cette élection avec 61% des suffrages au niveau national. Et il n'a pas été élu massivement que dans les pays du Niari. À Ouesso, on a vu. Ouais. OK? Alors, donc, comme je l'ai dit, ça prend corps dans l'ethnie, Oui. mais il y a des gens qui s'efforcent de Sortir. sortir de ce cadre-là pour afficher leur vision pour le peuple congolais dans l'ensemble. Et c'est ce que le professeur Lissouba a fait. C'est ce que le professeur Lissouba a fait. Mais Sassou ne veut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont à l'intérieur du PCT ne l'appuient pas. Même si on peut le sentir de façon timide. Parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur de perdre leur vie, ils ont peur d'être éjectés de la structure politique. Mais ce sentiment-là existe. Ce sentiment-là existe au niveau du PCT. Mais Sassou ne laisse pas ce sentiment se développer. Pourquoi? Eh bien parce que il perdra. Et s'il perd, celui qui sera là va être obligé d'appliquer la politique que le peuple congolais voudra. Et cette politique-là va à l'encontre de tous les procédés que Sassou a utilisés depuis qu'il est là. Et cela va entraîner la résurgence des actes de la conférence nationale. Et nous pourrons même approfondir pour dire, mais écoutez, la conférence nationale avait eu pitié de Sassou. On peut dire ça entre griffes. Mais les conférenciers avaient privilégié le dialogue, la nation, plutôt que de juger ceux qui avaient commis ces crimes. Mais là, on se rend compte que cela n'a pas suffi à apaiser Sassou. C'est pourquoi il est revenu. Et il fait pire que ce qu'il avait fait même avant. Donc, Sassou est conscient que aujourd'hui, le peuple congolais revenant au pouvoir, c'est-à-dire qu'un homme du peuple revenant au pouvoir, ses comptes seront réglés. Tous les crimes qu'il a commis, financiers, sur le plan des droits de l'homme, et tout ce que tu sais, économique, ça va le poursuivre. C'est pourquoi il se défend bec et ongle pour que son fils soit là, parce que son fils ne va pas le livrer. Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette stratégie-là ne marchera pas. Et pourquoi pensez-vous que ça ne marchera pas? Parce que le peuple a commencé à prendre réellement conscience que cet homme-là est un casse-pied pour le peuple congolais. Le peuple l'a démontré, comme je l'ai dit lors des dernières élections, que ce soit les présidentielles, que ce soit les législatives. Le peuple l'a démontré. Si, comme les autres disaient que non, il n'a pas fallu que les gens aillent, qu'il n'a pas fallu que Mme Mounari, par exemple, déclare que les gens se retrouvent pour saboter cette élection. Mais je pense que ça a été aussi un moyen de faire pour le peuple d'apprécier et pour l'opinion internationale d'apprécier ce qui s'est passé, parce que nous avons appris que le jour même où cela devait avoir lieu, on a déployé un impressionnant armement à Kulunda, au rond-point de Kulunda, à Wenze, et un peu partout ailleurs. La présence militaire se faisait tellement sentir au point que les gens avaient peur. Donc ça montre à suffisance que les gens ont conscience que ce monsieur-là fait du mal et que Sassou est conscient que si il laisse une seule seconde le peuple prendre son pouvoir, alors il est bon. Mais quel est le bilan économique depuis que M. Sassou est revenu du pouvoir, selon vous? Puisque vous êtes aussi un juriste, si je comprends bien, c'est ce que je vois. Quel est le bilan économique du pouvoir actuel ou bien du système actuel au Congo-Brazzaville? Mais le bilan, comme disait le président Sankara, il dit que l'impérialisme ne le cherche pas ailleurs, dans les journaux ailleurs. Cherchez l'impérialisme dans les plats, c'est-à-dire dans votre assiette, ce que vous consommez. Ça vient d'où? Vous voyez? Ça, il le disait, Thomas Sankara. Maintenant, vous me dites que, vous me demandez quel est le bilan. Mais le bilan,
c'est la situation du Congo. Et vous avez quand même des aéroports qui ont été des aéroports de classe, je dirais, de classe A qui ont été construits au niveau du Congo. L'aéroport de Brazzaville, à Pointe-Noire, il y a la modernisation. Ben, c'est vrai qu'il a ses défauts aussi, mais on voit quand même qu'il y a quelques éléments qui sont en train d'être construits qu'on n'en avait pas avant. Le bilan est catastrophique. Ah oui. Il est chaotique. Pire que celui qu'avait déclaré la conférence nationale. Et qu'est-ce qui manque? Un peuple qui travaille Oui. doit être un peuple sain, en bonne santé. Oui. Le peuple doit loger, doit se vêtir, doit manger correctement. Vous voulez dire matin, midi, soir C'est possible dans le cas du Congo. Oui. Quand vous dites depuis qu'il est revenu du pouvoir, mais dis-moi quel gouvernement avant Sassou, même y compris au temps de Sassou 1, comme on le dit, Oui. a eu autant d'argent que ce qu'il a eu pendant la période allant de 2003 ou 2004 à aujourd'hui, jusqu'au moment où le prix du baril de pétrole a fléchi. Quel est ce gouvernement qui a eu cet argent? Il n'y en a pas. Il n'y a que lui. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Quand vous dites qu'il y a des réalisations qui ont été faites, par exemple l'aéroport de Wando, de Lombo et à Pointe-Noire, mais ça c'est n'importe quoi. Ça c'est en fait du peuple. Parce que il faut aller à l'essentiel, il faut faire ce que le peuple a besoin. Est-ce que le peuple congolais avait réellement besoin d'un aéroport à Olombo? Aucunement. Mais voyez seulement le trafic. Et voyez combien ils prennent l'avion pour aller là-bas et combien qui partent là-bas pour aller ailleurs. Ça, c'est un éléphant bleu, blanc. C'est n'importe quoi. Vous allez à Pointe-Noire, vous avez vu, on a vu les reportages, comment les gens partagent vraiment la vie avec l'immondicité. La mairie de Pointe-Noire est incapable de faire quelque chose. Est-ce qu'ils devraient démissionner, les maires, en temps normal, dans un pays qui fonctionne bien, ces maires qui n'arrivent pas vraiment, parce qu'on voit un peu les saletés, parce qu'on continue de voir un peu sur YouTube des vidéos, des gens qui vont en vacances, qui prennent des photos, mais c'est quand même un peu terrible, surtout dans les marchés, où les maires continuent à vendre, derrière elles, il y a des tas et des tas, des poubelles qui puent, mais avec des légumes là par terre, en temps normal, ces gens-là devraient quand même démissionner et puis laisser la place à ceux qui sont capables de faire les choses. Mais puisque ces gens-là, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont été désignés. Oui. Vous prenez Hugo Ngolondere qui est à la mairie de Brazzaville. Il n'a jamais été élu correctement. Et vous le savez. Vous savez aussi que c'est son gendre, le gendre de Sassou Nguesso. Oui. Mais alors, ces gens-là, ils les placent pour des buts bien précis. Donc ça, c'est même pas un problème. Le problème, c'est Sassou. C'est Sassou qui est là-bas, c'est Sassou qui les place ici et là. C'est Sassou qui fait tout ce qu'il sait. Et ces gens-là ne font que lui obéir pour accomplir le programme de Sassou Nguesso. Parlons un peu de la situation sécuritaire au Congo. Actuellement, nous savons que la situation du pool n'a pas encore changé. Et nous avons constaté même un silence de la part en matière de communication, de la part de Ntoumi, qu'on n'entend plus parler. Donc on entend seulement qu'il y a des militaires qui sont envoyés tous les jours dans le pool pour assurer la sécurité de la population. Et de l'autre côté aussi, il y a le gouvernement congolais qui continue un peu à demander de l'argent auprès de la communauté internationale pour l'aider à aider les populations qui ont fui les zones de combat. Et quelle est la solution que vous, en tant que, je ne sais pas, jusqu'à l'heure, vous m'avez pas encore répondu pour savoir si de l'opposition ou bien un simple citoyen qui fait des analyses politiques, qu'est-ce que vous proposez en fait en ce qui concerne la sortie de la crise sécuritaire, la crise humanitaire qui se passe dans la région du pôle? Bon, je veux dire que je peux être opposant ou bien citoyen simple, ça ce n'est pas vraiment important. Ah oui. L'important c'est de faire l'analyse de la situation que nous vivons en tant que citoyen et d'essayer de réfléchir à comment faire pour s'en sortir.
Vous avez évoqué le problème de la situation du Pouy. Et plus particulièrement du révérend pasteur Ntoumi. Mais les gens, pas tous, c'est vrai, mais essentiellement, y compris de gros calibre, Oui. taxent Ntoumi de terroristes, de bandits, de quelqu'un qui a pris en otage un peuple et avec sa secte, il veut maintenant défier le pouvoir de M. Sassou. Mais moi, je ne sais pas. Ntoumi, c'est quelqu'un que je crois, qui est jusqu'ici très cohérent dans ce qu'il dit et il est resté véridique dans ce qu'il a déclaré. Si on va à la genèse de Ntoumi même, si vous allez sur YouTube, vous voyez, vous allez lire ce qu'il a fait. Comment en est-il arrivé? Et le Conseil national de la résistance qui a été maintenant transformé en Conseil national des républicains, qui a élu Ntoumi pour le mettre à la tête de cette institution, n'a pas été créé par Ntoumi. La réunion s'est tenue dans les pays du Nibolek et Ntoumi n'a fait en tout et pour tout qu'envoyer 8 délégués. Et quand ils sont partis là-bas, ils reviennent avec cette nomination de Ntoumi, cette élection de Ntoumi comme le président du Conseil national de la résistance, qui est aujourd'hui le Conseil national pour les républicains. Donc vous voyez que Ntoumi n'a pas été lui-même, il ne s'est pas autoproclamé, mais il a été élu par un groupe de gens qui étaient même à l'extérieur de la région où il se trouvait, où il menait sa résistance. Ntoumi a dit tout ce qu'il a dit. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. Mais moi, pour ma part, je crois que Ntoumi est resté jusqu'ici véridique, cohérent. On taxe Ntoumi de terroriste. Est-ce que l'avion de UTA, oui, c'est UTA, oui. qui a explosé au-dessus du Sahel, du désert de Ténéré, c'est Ntoumi qui a fait ça? Est-ce que les explosifs dont nous avons évoqué tout à l'heure, en 82, au cinéma Star et à l'aéroport, c'est Ntoumi qui a fait ça? Est-ce que quand Sassou envoie les gens à Ouando pour aller déloger à Pieranga avec un impressionnant matériel militaire, c'est Ntoumi qui a fait ça? Non. Est-ce qu'en quelque sorte, vous voulez dire que c'est une sorte de terrorisme d'État comme mais il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme, mon frère. Il n'y a pas de terrorisme. Sassou est incapable de donner le moindre indice. Mais est-ce que la population, bon, parce que la définition même du terrorisme, c'est à partir du moment où quelqu'un arrive à terroriser la population. Bon, Ntoumi est aujourd'hui traité de terroriste, selon les dires du pouvoir en place. Mais la population qui subit aussi les terrorismes de certains militaires, de certains agents de l'armée, il les traite aussi des terroristes. Alors, finalement, on se pose la question, qui est terroriste et qui ne l'est pas? Les deux camps qui s'accusent, en quelque sorte, c'est la population qui est martyrisée, qui est terrorisée. Mais écoutez, Sassou, quand on lui a posé une question au sujet de sa longévité au pouvoir, M. Hollande a fait 5 ans. Et il est en train de quitter. Mais vous avez plus de 10 ans. Quel est votre secret? Il dit qu'il ne sait pas. Vous voyez? Lui, il dit qu'il ne sait pas. Donc Sassou ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas où il est. C'est ça. Vous savez, les Turcs disent, un sage ne dit pas tout ce qu'il sait. Mais un sot, c'est-à-dire un idiot, ne sait pas ce qu'il dit. Sassou ne sait pas ce qu'il dit.
parlons un peu, puisqu'on arrive vraiment vers la fin de cette émission, j'aimerais un peu vous poser une question concernant la crise des médecins au CHU, parce que nous avions remarqué une détérioration du système sanitaire. Il y a eu même un scandale où celle qui était la directrice de l'hôpital, la déclaration qu'elle avait faite aux médias, ça a suscité ou bien ça a causé son départ. Et aujourd'hui, on revoit encore les mêmes scènes qui reviennent, où les médecins sont entrés en grève. Depuis 2 mois, ils ne perçoivent pas leur salaire. Moi, j'aimerais un peu savoir votre analyse par rapport à cette situation, puisque vous êtes un citoyen congolais, bien que vivant à l'étranger, vous faites partie de la diaspora. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Mais le problème est simple, on revient à la case départ, c'est-à-dire c'est un problème de conscience. Si le peuple congolais pouvait comprendre que il n'y a pas 3 jours, la brigade financière en France a découvert 8 millions, je crois que c'est d'euros ou dollars, peu importe, dans la villa de Neuilly, appartenant à Julien Nguesso. Sans compter les travaux de réfection de cette villa et la villa elle-même qui a été achetée à 11 millions. Ok? Si on considère ça, si on considère la femme de M. Ondongo Gilbert, qui est allée déposer gracieusement à l'aéroport en France 5 milliards de francs CFA. L'État ne l'a pas récupéré. Hein? Alors, et quand on voit nos frères, nos sœurs au Congo d'une façon générale, et essentiellement ceux du Pou qui sont martyrisés, ceux des Congolais qui ne sont pas capables de se procurer la moindre chloroquine pour se soigner et qui peuvent périr consécutivement au paludisme qui les attaque ou quoi. Quand on fait toute cette analyse-là et on voit ce que il y a quelque chose comme 2 semaines, les Congolais ont fait à l'égard de Madame Ambiro, qui a pris le courage, l'audace au milieu de cette structure pourrie pour dénoncer ce qu'elle a appelé la mafia à l'intérieur. Les gens ont crié Moyibi, Moyibi. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fait 1 mois. Ces mêmes gens sont en grève. C'est un peuple abusé. D'où la nécessité de se reconscientiser. C'est ça le problème. Je voulais faire marche arrière au sujet de la situation du Poul. Je disais qu'il y a des gens qui voulaient faire de cette situation-là un problème entre Ntoumi et Sassou, ou bien un problème entre Ntoumi et l'ensemble du peuple congolais. Ça n'en est pas le cas. Ntoumi l'a déclaré, il dit que moi, au contraire, c'est un sacrifice que j'ai accepté. Mais il a raison. Ntoumi aurait pu se taire, aller signer des alliances avec Sassou secrète ou même publique. On lui donne un peu d'argent et puis on le case quelque part, ou bien même on le laisse sortir du Congo pour ne plus l'embêter. Il se serait tué. Ah oui. Voilà quelqu'un qui a fait 10 ans dans la forêt, qui est sorti. Et que au cours des négociations, on va voir Mwambenga, on va voir Mundele Ngolo, qui vont tenter de convaincre qu'il faut qu'il rencontre Sassou Nguesso, parce que lui il est le président, parce que avec lui vous avez des choses que vous pouvez faire ensemble seulement, vous et lui. Vous voyez quel recul les hommes politiques de notre pays prennent. Le problème de Ntoumi, ce n'est pas un problème de Ntoumi et Sassou, c'est un problème d'un citoyen qui s'est basé sur les principes énumérés dans la Constitution du 15 mars 1992 pour s'opposer à la dictature, comme l'exprime M. Sassou aujourd'hui. Maintenant, moi je suis surpris de ne pas voir les gens se lever qui à Djambala, qui à Oyo, qui à Ouesso et dans les pays du Niboland pour aller soutenir ce gars-là qui s'est sacrifié. Celui qui a perdu la dignité parce que
à cause de ce que ça se fait. J'aurais aimé voir des gens qui quittent Mpouya, qui quittent Ngabé, qui se joignent à Ntoumi dans cet effort de défense de la démocratie. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Les gens pensent que c'est un problème de Ntoumi. Ce n'est pas un problème de Ntoumi. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi deux perroquets du PCT, l'un se prenant pour un analyste et l'autre pour un journaliste, et qui disaient tout simplement que Ntoumi n'a pas été candidat à l'élection, qu'il n'a pas le droit d'agir comme il le fait. Mais Ntoumi ne sait même pas. Tous les éléments ont prouvé que Ntoumi, dans ce qui est aujourd'hui la guerre de poule, quand on est allé le chercher, il n'était même pas à Brazzaville. Mais ils ont fomenté quelque chose mettant sur la tête de Ntoumi et commencé maintenant à le traiter comme tel. Mais c'est n'importe quoi. Quand j'entends maintenant les leaders de poule, je crois que c'est Kolela qui a dit qu'il entend appeler les responsables, les leaders de poule pour le problème de Ntoumi. Mais le problème de Ntoumi, ce n'est pas un problème du poule, c'est un problème national. Même si cela s'est passé dans le poule et que Ntoumi soit originaire du poule. Est-ce que vous le comprenez? Aujourd'hui, on a déployé d'importantes forces militaires, en fait des milices, dans les régions limitrophes du poule. On se demande pourquoi. Mais le problème, c'est de mettre Ntoumi dans un état où il ne soit pas capable de se mouvoir, de se déplacer et qu'il soit attrapé. C'est ça l'objectif simple. Mais moi, j'appelle les Congolais, qu'ils soient dans l'armée aujourd'hui, qu'ils soient dans la population civique, de prendre à cœur ce problème. C'est un problème de toute la nation. Ce n'est pas un problème de Ntoumi en tant que tel. Mais que les gens aillent soutenir Ntoumi dans cet effort, dans cette résistance qu'il endure, dans ces sacrifices qu'il fait aujourd'hui. La jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui ne s'occupent pas de leur situation. Mais nous avons fait combien de temps? Moi, j'ai été dans le directoire, si vous voulez, des jeunes diplômés sans emploi. Quand nous avons fait plier le gouvernement de Sassou afin que les intégrations aient lieu, nous l'avons fait. Nous étions jeunes, moi je suis fils de paysan, je ne suis pas fils de ministre. Nous l'avons fait. Avec la détermination que nous avions et avec l'idée que aucun homme n'a le pouvoir de dominer sur tout le peuple congolais sans avoir le droit du peuple. C'est-à-dire que il s'octroie ce pouvoir-là de faire ce qu'il fait. Non, nous avons dit non. On a commencé à militer, on a regroupé des gens. Mais il y a des gens qui sont encore au pays, je ne cite pas les noms. Nous avons fait ces démarches-là. Et on a fait fléchir le gouvernement de Sassou, au point où nous avions été intégrés dans la fonction publique. Ce que d'ailleurs Sassou, l'année qui a suivi, a commencé à détruire. Parce que il a infiltré parmi nous des gens qui étaient ces gens, qui avaient pour mission de détruire notre action, parmi lesquels je peux citer Dominique Onzé, qui aujourd'hui semble-t-il candidat à la députation dans Wenze, qui était là. Et ils ont pris tous les noms de nos soeurs, nos frères qui étaient ici et là, vendaient le coco au marché, vendaient le beurre d'arachide, les menuisiers. J'ai travaillé avec un menuisier. Est-ce que c'était ce qu'on avait voulu? Non. Et parallèlement, on lance un syndicat, c'était je crois Louis Gandou, qui devient... Alors, et on a maintenu ces gens qui étaient illicites, qui n'avaient pas le droit, au regard de tous les travaux que nous avons faits pour essayer de sélectionner ceux qui avaient le droit. Mais on a mis tout ce monde-là et, effectivement, avec pour conséquence l'enveloppe financière qui devait être déployée. Et quand l'Issouba arrive, il dit il faut qu'on déguerpisse, on dit non. Et c'est cette bombe-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration dans la fonction publique. Il y a des gens qui ont fini leurs études qui sont là 10 ans. Et on dit que ce sont des jeunes. Ils sont déjà vieux. Mais est-ce que tout le monde doit
forcément travailler dans la fonction publique. Dans des pays tels que le Canada, tout le monde ne travaille pas. De toute façon, il n'y a pas assez de postes dans la fonction publique. Il faudrait que les gens soient créatifs. Il faudrait au moins que les gens aient l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ce qu'on voit un peu ici, ou soit encore ce qu'on a vécu en Chine. Tout le monde, par exemple en Chine, tout le monde, chaque personne qui finit ses études veut devenir patron. Chaque personne veut créer sa propre entreprise. Et c'est ça, en créant une entreprise, vous donnez du travail à d'autres personnes qui vont travailler chez vous. Et ces mêmes personnes feront aussi la même chose, vont aussi économiser de l'argent, créer aussi leur entreprise. C'est comme ça que le pays avance. Mais si tout le monde veut travailler dans la fonction publique, le pays ne va pas fonctionner. De toute façon, le Congo ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas au sein de la population parce que tout le monde rêve que de travailler dans la fonction publique. Bien sûr, ce que vous dites, c'est génial. Nous n'en disconvenons pas. Mais le problème, c'est que c'est l'État qui doit élaborer le dispositif pour que l'initiative privée soit promue et que les gens puissent travailler, si c'est nécessaire, dans la fonction publique, sinon s'installer à leur propre compte. Mais il s'avère que l'État du Congo aujourd'hui ne permet même pas ça. L'État n'est pas capable. Mais écoutez, les gens qui... Non, mais écoutez, ça c'est n'importe quoi, il ne faut pas écouter ce qu'ils racontent. Ils disent des choses qu'ils ne font pas. C'est n'importe quoi, c'est du bluff. C'est n'importe quoi. L'État devrait mettre sur pied un dispositif permettant aux jeunes de se mouvoir en dehors de la fonction publique. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quelqu'un élabore un plan, il développe une activité, mais qu'est-ce qu'on ressent autour? Ce sont des taxes, c'est des gens qui viennent en voiture, ils vous demandent de l'argent. Est-ce que cet argent va dans les caisses de l'État? Mais absolument pas du tout. Mais c'est pourquoi? Mais c'est un groupe. Sassou est le chef de gang. C'est-à-dire qu'il a posté des gens ici avec comme on le sait, sa Gestapo dirigée par Ndenge, et comme ceux qui étaient même avec Ndenge ont dénoncé ça. Ils ont dit que c'est lui qui est le grand braqueur. C'est quand ça ne marche pas que lui se retourne et il tue ces gens. Alors donc les gens n'ont pas la liberté. Si les gens n'ont pas déjà leur liberté fondamentale en tant que telle, mais comment peuvent-ils aspirer à mieux que ça? C'est impossible. Mais il faut d'abord les libertés individuelles, les droits individuels. D'abord, le respect de cela. Et la suite viendra tout seul. Tout le monde n'a pas envie de travailler dans la fonction publique. Il y a des gens qui veulent rouler dans des voitures très luxueuses. Mais ils savent que avec le salaire de la fonction publique, ils ne peuvent pas. Mais donc, eux, c'est le secteur privé qu'ils visent. Mais sauf qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Indépendamment des groupes qui sont autour et qui viennent pour, si vous voulez, grignoter, pour détruire leur plan d'une manière ou d'une autre. Le comprenez-vous? D'accord. Alors donc, c'est ça. Non. C'est n'importe quoi. Alors, quel est votre dernier mot par rapport, puisque nous allons déjà vers la fin de cette émission. Moi, j'aimerais savoir un peu votre dernier mot, ce que vous voulez dire au peuple. Je sais que vous avez beaucoup dit, mais peut-être un dernier mot, encore à l'endroit de la population qui vous écoute, à l'endroit de tout le monde qui vous écoute un peu partout dans le monde, et aussi votre point de vue. Si je peux vous poser une question, peut-être concernant qu'est-ce qu'il y a. Je sais que vous êtes contre le pouvoir, mais est-ce qu'il y a quand même un élément que vous avez aimé en matière de la gestion politique, que ce soit économique, culturelle et autres, auprès de M. Sassou? Un bon souvenir de lui. Vraiment, je suis désolé de dire que je ne retiens aucun souvenir positif de Sassou. En tout cas, surtout pas après qu'il soit revenu par effraction au pouvoir. Ça, il a laminé tous les efforts que le peuple congolais a consenti au moment où il était nécessaire pour sortir et tourner à jamais la page à cela. En ce qui concerne mon dernier mot, moi je vais dire ceci. Le peuple congolais doit être
vraiment conscient de la situation qu'il traverse. Que le peuple congolais dépasse le cadre de l'ethnie pour voir qui le mieux représente les aspirations du peuple congolais. Qu'il ne verse pas dans l'ethnie, dans le mbochisme ou ceci ou cela, mais qu'il voit quelqu'un qui soit capable. Un visionnaire. Un visionnaire. Ce n'est pas parce qu'on a recruté le fils du professeur Lissouba, le fils de M. Chikaya, Yombi Opango qui parle à côté. Non. Ces gens-là, ont-ils réellement été préparés à la politique? La politique, c'est pas n'importe quoi là. Il faut avoir des convictions, il faut avoir des aspirations et il faut avoir un plan et une vision. Mais quand on recrute des gens ici comme on recrute de petits voyous. Donc c'est un semblant d'unité nationale. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'unité nationale aujourd'hui. Alors, donc que les grands cadres politiques congolais soient conscients de cela. Que s'ils s'investissent, qu'ils s'investissent pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les Okombi Salissa, les Boaou, les Fouba, qui se sont recroquevillés. Ils ont quitté leur navire. Le navire auquel ils ont contribué. Mais parce que ça à confectionner. Ça n'a plus marché pour eux, vous voyez. Alors, donc, c'est ça que j'ai dit. Les gens ont du mal à suivre les gens. Quand après que Sassou ait déposé le procès d'Issouba par les armes, les Bouaou étaient là. Pourquoi n'avait-il pas rappelé à la Sassou la notion du respect de la Constitution du 15 mars 1992? Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient endeuillés dans la région du Poul, dans la région de la Lekoumo, dans la région du Niari, de la région de la Bouenza et même à Pointe-Noire. Et on les a embastillés ici et là pour rien. Et on sort comme de chapeau, un lapin. Bon, c'est la Constitution de 2002. Et tout le monde était là. Ils ont acquiescé, ils ont accepté, ils ont appuyé cela. Y compris les maîtres Mbemba aujourd'hui. Vous voyez, on n'a rien contre eux, on veut qu'ils vivent. Qu'un jour, ils répondent devant le peuple congolais. Aussi, il faut que les opposants congolais arrêtent de penser que la France peut travailler pour les intérêts du Congo. C'est impossible. Nous avons des intérêts tout à fait divergents, diamétralement opposés. Si on va vers les responsables français pour essayer de trouver, si vous voulez, le moindre mal, c'est parce que nous sommes faibles. S'ils nous dominent à l'ONU, à l'OUA, pardon, à l'Union africaine et partout, c'est tout simplement parce que nous sommes faibles. Nous ne nous considérons pas nous-mêmes, nous nous détruisons entre nous et eux, ils trouvent l'avantage. Sinon, comment aujourd'hui le dossier des disparus du beach, que tous les Congolais savent, est entre les mains des Français. Tous les présidents qui sont relayés n'ont pas pu s'occuper de ce problème. Ceux qu'on a pu prendre, on a pris Ndengue, on l'a relâché sur instruction de... C'est parce que ça n'intéresse pas les Français. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent libérer le Congo. C'est nous. C'est nous. Et Ngouabi est venu, il a commencé à détruire en nommant des gens incompétents. On nomme n'importe qui, n'importe où, pour faire n'importe quoi. Les directeurs qui étaient pris comme ceux qui avaient détourné étaient encore nommés ailleurs, avec les mêmes grades, sinon plus. Et cela a continué à s'enfoncer et Sassou est venu mettre le clou. Mais il n'y a pas d'autre. L'argent du Congo, c'est l'argent du Congo, c'est pour nous tous. C'est pas pour Sassou. C'est pas pour X ou Y, c'est pour nous. C'est vrai, un pays doit avoir un leader et nous, c'est nous qui devons le choisir. On le met et après sa mandature,
s'il n'a pas satisfait l'ensemble du peuple, par le biais des urnes, il est démis, on le met de côté, on prend un autre, on essaie l'expérience. Donc il n'y a pas des gens qui ont le monopole du savoir ou bien de la direction d'un pays ou d'une institution. Non, ce n'est pas une institution privée, ce n'est pas une affaire privée, c'est un peuple qui a ses aspirations. Donc que les gens continuent à se lever d'ici partout, comme les Mandela, Ben Mandela, comme les Noba, comme notre sœur, comment on l'appelle, ma sœur. Pardon? Claudine Mounari? Non. Claudine Mounari, je parle de Sadio. Sadio Kanté Morel. Morel. Bonjour aussi à Sadio. J'espère qu'elle va nous écouter, qu'elle va nous suivre. Il faut continuer ton combat et ne t'attarde pas sur les futilités qu'on jette sur vous. Parce que, comme vous le savez, on ne jette des cailloux qu'à un arbre qui porte des fruits. Donc, relayez à l'arrière-plan toutes ces niaiseries qu'on vous fait reposer sur le dos. Ça n'a aucune importance. Le peuple congolais sera, au moment opportun, très reconnaissant et continuer le combat. C'est ça. Mon dernier mot, c'est celui-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Roi David. C'est bien ça. Et merci aussi à tous ceux qui ont consacré leur temps. Nous savons que ça a quand même pris beaucoup de temps, mais ce n'est pas pour rien que vous avez consacré votre temps pour nous écouter, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire, du point de vue politique, du point de vue économique, un peu l'analyse concernant la situation du Congo-Brazzaville. Et donc, pour terminer, je vous dis donc au revoir et à nous revoir.